C'est bon? Ah, pardon. Merci. C'est la joie de ne pas avoir de retour. Bon, donc, merci à vous tous d'être ici pour cette table ronde sur l'industrialisation du cybercrime. On va commencer par faire un petit tour de table pour se présenter. On va commencer voilà. Alors, tout au bout. Marc, c'est ça? Voilà. So you can talk in English, of course. Good morning still. Yes, good morning. Good morning, everybody. My name is Mark van Staalduin. Please call me Mark, much easier. So very good you didn't try my last name. Managing Director of CFlow Cyber Strategies, and we are a Dutch company that tries to develop technology to, well, fight cybercrime. So let's keep it short. OK. Bonjour à tous, Christophe Sancy, je suis à la Direction nationale de la police judiciaire au sein de l'Office anti-cybercriminalité, plus particulièrement chef adjoint du pôle des enquêtes cyber. Et qu'est-ce que vous faites? Juste peut-être nous dire un tout petit peu. Alors l'OFAC, juste 2 mots sur mon service. Voilà. Alors la Direction nationale de la police judiciaire d'abord, c'est le service qui gère le haut du spectre de la criminalité organisée, la mafia, etc. Il y a plusieurs offices, notamment l'OFMIN, les STUP, l'OCLO qui a arrêté Marin il n'y a pas longtemps. Et nous, en fait, on a le pendant pour la cybercriminalité. L'OFAC, en fait, c'est le chef de file de l'opérationnel pour la lutte contre la cybercriminalité au sein du ministère de l'Intérieur. On coordonne des services d'enquête, on centralise des données sur des phénomènes majeurs dans le cyber, notamment les ransomware, et en même temps, on forme aussi les nouveaux investigateurs spécialisés dans le cyber, et plus largement, on a une offre d'une trentaine de formations pour tous les policiers pour leur permettre d'acquérir tous les outils dont ils ont besoin dans leur quotidien et l'investigation générale. Oui, et le AC, donc c'est pour... OFAC, c'est pour Office... Office anti-cybercriminalité. Merci. Suivant. Bonjour à tous, mon nom est Michael Delatte, je travaille à Europol. Si vous me permettez, je vais m'exprimer en anglais parce que je suis belge, mais du côté néerlandophone, donc c'est plus facile pour moi de parler en anglais. So I work at the European Cybercrime Center of Europol, where I'm a head of team for AP Cyborg, which is a team that supports the member states and also third parties we work with in their fight against, I would say, pure cybercrime, so cyber-dependent cases. So we support a lot of ransomware cases, but also facilitating services going from, let's say, bulletproof hosting to initial access brokers, etc. But it's also always a member state-driven thing, so we offer the support on top of that and the coordination and the specialized services that the European Cybercrime Center has to offer. Et juste avant, en fait, vous aviez un autre poste. Yes, well, as I said, I'm Belgian, so I was working at the Federal Police in Belgium, where I was working at the Central Cybercrime Unit in Brussels for the last 4 years before moving to Europol. And similarly there, that service is charged with doing I would say, the serious cybercrime investigations where a critical infrastructure or national entities, etc., were being attacked. It was, I would say, a little bit more hands-on because there we are actually on the member state level doing the investigations, while at Europol we are supporting them in, let's say, a second layer approach. Oui, je posais cette question parce que l'idée, c'est aussi de vous donner pendant la table ronde un maximum de retours d'expérience pratiques. Et donc, en tout cas, de faits vécus. Et voilà, donc ce genre d'expérience va peut-être vous aussi pouvoir vous donner plus ce genre d'informations. Sans doute. So good morning, everybody. I'm General Petri. Oui, vous pouvez le faire. Uruguay, I will speak in French. Donc, je commande l'unité nationale cyber de la gendarmerie, qui est l'unité phare en matière de lutte contre la cybercriminalité pour la gendarmerie nationale. C'est une unité avec un état-major à Pontoise d'environ 140 personnes, 26 antennes réparties ensuite sur tout le territoire national et ultramarin, un effectif à peu près donc de 280 personnels dédiés au haut du spectre de l'ensemble de la cybercriminalité, qu'elle soit de la cyberdépendant ou cyberfacilité, donc on va dire des ASTAD jusqu'au trafic en ligne en passant par la pédocriminalité, la lutte contre les fraudes en ligne. Et puis j'anime l'ensemble de la chaîne gendarmerie composée de 10 000 cybergendarmes formés sur la totalité du territoire. Voilà, comme primo-intervenant, pour être au plus près des victimes et apporter une réponse la plus rapide
Voilà en quelques mots l'organisation de l'unité nationale cyber. Merci. Bonjour à tous, Pierre Mégang. Alors moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans la cybersécurité, plutôt dans la partie offensive. Je travaille au sein de la société Linked, qui est un opérateur télécom qui apporte aussi des services ajoutés, notamment de cybersécurité sur la partie défensive. Et donc la nuit, j'opère également au sein de la structure Oscar Zulu, qui fait de l'accompagnement sur la sensibilisation aux thématiques autour de l'OSINT, de l'intelligence économique et au sens plus général du renseignement. On fait également de la formation et de l'accompagnement aux dirigeants en particulier et aux forces de l'ordre également. Et sinon, tu dors? Pardon. Pascal Ledigol, je suis responsable France chez WatchGuard. Donc WatchGuard, on est une société un équipementier éditeur de solutions de cyber, firewall, EDR, tout un tas de solutions de détection qu'on apporte à nos prestataires en France, sur un secteur qui a particulièrement du mal à se défendre justement contre cette professionnalisation de la cybercriminalité, parce que c'est la PME, le TI, les petites collectivités. Donc voilà. Ok, et oui, pardon. Et je suis donc Stéphane Darget, donc moi je suis rédacteur en chef donc, de Cyberon, un média que vous pourrez trouver en sortant, donc destiné au RSSI, et cofondateur de 42K.io, qui est donc un référentiel des produits et services cyber destinés au marché européen, et qui a la particularité en fait de mesurer les risques portés par les solutions cyber elles-mêmes. Voilà. Je vous propose en fait de commencer par une des thématiques en fait majeures de cette industrialisation du cybercrime, et un petit peu ce qui va faire reposer finalement le cybercrime dans cet écosystème. C'est vraiment ce côté cybercrime as a service. C'est pas un hasard en gros si la cybercriminalité a besoin d'une solution technique. C'est un peu comme nous en tant qu'utilisateurs, on a forcément besoin de solutions techniques pour nous protéger. Eh bien, on va voir que justement côté criminel, on est exactement dans la même logique. Qui est-ce qui veut commencer pour nous parler donc du cybercrime as a service en général? Est-ce que ça marche? Oui. Pour introduire le débat, moi j'ai envie de vous faire une focale un peu sur l'état de la menace. Voilà, on va partir un peu du haut. La cybercriminalité, on la caractérise en 4 mots. 1, massification des cyberattaques, hein, ça étonnera personne. 2, c'est une forme en effet d'industrialisation des cyberattaques qui sont liées à tout un système qu'on va développer, donc on va être plusieurs à redire la même chose, donc je ne développe pas puisque c'est un peu le sujet. L'industrialisation entre, en gros, des logisticiens et d'autres qui achètent les produits pour passer à l'attaque. Une prolifération de ces outils d'attaque, hein, qui sont de plus en plus accessibles, une forme de démocratisation donc de l'accès à ces outils, qui explique également pourquoi le phénomène est massif et ne cesse de croître. Et le 4e point qui me semble aujourd'hui le plus important et intéressant à avoir en tête, c'est l'hybridation. Parmi vous, j'imagine qu'il y a beaucoup de spécialistes de la cybersécurité. Avec l'OFAC, nous sommes en charge de la lutte contre la cybercriminalité. Vous protégez. Nous, on chasse ceux qui ont violé ces barrières. On chasse les criminels. Et donc, il y a une triple hybridation aujourd'hui qu'il est intéressant d'avoir en tête, et j'en finirai là. Une hybridation entre les groupes criminels cyber, au sens strict, et des entités étatiques hostiles. Ça ne vous étonnera pas. Un certain nombre d'acteurs hostiles, russophones pour ne pas les nommer, hein, qui se cachent derrière des proxys pour nous attaquer. Première forme d'hybridation. La deuxième qui est en train de s'accélérer, on le voit à travers les cryptorapts, c'est l'hybridation entre les groupes criminels cyber et les groupes criminels organisés classiques. Et ça, c'est un phénomène vraiment qui s'accélère et qui prend de l'ampleur et qui est intéressant à avoir en tête et assez préoccupant. Et la troisième forme d'hybridation, c'est entre les groupes criminels organisés et les entités étatiques hostiles. Et ça, vous avez pu le voir par exemple dans l'attaque qui a échoué sur la Bank of America, même si l'enquête est en cours. Hein, on voit bien que des États hostiles utilisent des proxys qui recrutent des personnes de nationalité française se trouvant sur le territoire pour passer à l'action. Et donc c'est comme une forme de triangulation, et tout ça, c'est le vecteur cyber qui le permet. Et donc quand on a cet éclairage, on voit un peu plus large. Maintenant, on va pouvoir peut-être rentrer dans le détail.
Alors, peut-être côté OFAC, ça va peut-être... puis on reviendra ensuite peut-être sur les aspects plus techniques, quoi. Oui, alors dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, effectivement, nous, au sein de la DNPJ, on veut dire, au lieu de parler de cybercriminalité, on ferait mieux de parler de le cyber au service de la criminalité, de la grande criminalité. Et en fait, la criminalité organisée a réussi à prendre tous les outils qui sont disponibles grâce au cyber pour s'anonymiser, pour les paiements, etc. Et puis pour le recrutement sur les forums en ligne, les chaînes, les canaux, etc. Donc il y a plusieurs réponses possibles. Une aussi que nous avons mis en place l'année dernière, c'est un groupe Cybertrack en fait, qui ne fait que de l'enquête sous pseudo. Alors je rentre un peu plus dans le côté technique, mais un peu opérationnel pour vous donner un peu une idée de ce qu'on peut faire. Et est-ce que tout le monde voit ce que c'est que l'enquête sous pseudo ou... Alors peut-être redire juste... Alors juste un mot, c'est quelque chose de très réglementé. On a des spécialistes formés, il y a des stages, des habilitations pour pouvoir faire des enquêtes sur le... Alors c'est sur le web, ça peut être sur les canaux Telegram, Snapchat, ce que vous voulez, avec des légendes qui sont créées complètement et on s'adapte à la clientèle qu'on a sur la chaîne sur laquelle on est en train de faire des échanges. On peut faire des coups d'achat, etc. Et on peut aller jusqu'au contact dans la vie réelle, jusqu'au bout de la chaîne, on va dire. Voilà. Nous, ça nous permet aussi de comprendre justement sur les groupes qui veulent faire des enlèvements, séquestrations à partir de fuites qui proviennent d'agences dans la crypto-monnaie. Et alors parfois, on a un croisement de criminalité de niveaux différents. Et Crime as a Service, donc en fait, c'est au sens large, il n'y a pas que pour le cyber, c'est plus largement. Et c'est surtout la possibilité pour des gens qui n'ont pas forcément de technique de prendre des outils qui sont disponibles sur les différents forums, sur le net, etc., et s'en servir et pour faire des attaques qui sont quand même avec beaucoup de préjudices, et notamment dans l'exfiltration des données et la diffusion des données sur les forums. Marc, peut-être? Non, sinon... Yes, well, to add on this, so I think sometimes we tend to think about cybercrime as a service, that it's a very well-organized, well-structured ecosystem. I do think it's opportunity to the max, where somebody is really good in setting up phishing kits and collect credentials. Somebody else is good in selling them, packaging stuff. Other people are good in getting into your infrastructure and planting some software. Others are good in the activation. Others are good in the attack, the negotiation, and again, others to cash out the cryptocurrencies, the money laundering part. But I do think this is very organically organized among the different criminals who offer something in the marketplace, and they find each other indeed in the Telegram channels, in the dark web. But this is not very well structured, thought out, organized. This is organic. And one of the things I think we should do is really study better how this works and whether we can really intervene. And probably we should intervene on every stage and frustrate and block it. But at least this is my point of view on how cybercrime as a service is working and is organized nowadays. Ok. Peut-être côté vendeur, comment est-ce que vous voyez ça? Je vais prendre la parole, je suis pas tellement vendeur. Ouais, alors entre les deux, ouais, toi t'es. Mais oui, je rebondis sur ce qui a été dit. Effectivement, aujourd'hui, on a de ma vision, un éclatement en fait des groupes cyber avec des spécialisations et ce qui a rendu un accès effectivement beaucoup plus simple aujourd'hui aux outils criminels. Aujourd'hui, il y a la barrière d'entrée technique pour accéder à des ransomware, des solutions de piratage d'entreprises sont devenues assez simples en fait. C'est des outils qui sont pré-packagés, qui sont très faciles à utiliser. Il n'y a plus forcément de nécessité d'avoir une compétence technique très élevée pour pouvoir s'en servir. Et effectivement, aujourd'hui, il y a même un éclatement qui fait qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout compétents sur la partie cyber, qui sont simplement très bons négociants et qui vont intervenir que dans cette partie très spécialisée de la négociation avec la personne qui s'est fait pirater, ceux qui vont être les experts techniques, ceux qui sont spécialisés dans la crypto. Et effectivement, il y a cet éclatement-là qui permet d'utiliser des compétences assez simples en fait, à différents niveaux et chacun utilise ce niveau-là. Et pour répondre un petit peu au point qui a été précisé sur
sur l'organisation aujourd'hui des groupes criminels. Effectivement, et là je pense que je parle sous le contrôle de mes collègues sur la partie force de l'ordre, aujourd'hui ça devient aussi de plus en plus difficile de démanteler du coup ces organisations-là du fait de l'éclatement de ces cellules criminelles. Aujourd'hui, si on fait tomber seulement la partie technique, il va rester encore toute la partie opérationnelle, toute la partie contact, la partie relation, etc. Et donc ça nécessite de faire tomber le silo complet pour pouvoir faire tomber une organisation criminelle. Ok. Michael, est-ce que vous pouvez expliquer, vous, un peu votre façon de voir ce côté justement organisationnel et... Yeah, certainly. Well, I would first like to preface that by saying that I don't think this is like a new thing. It's well over a decade that the cybercrime as a service thing has been evolving. So it's not like, oh, this year this is the time of cybercrime as a service. Certainly, it's not slowing down, I would say, and I can see it even accelerating. And again, probably during the panel, artificial intelligence will be talked about some more, but I think that also facilitates this even more, because now if I want to, let's say I want to create a phishing panel, it's going to be a lot easier to spin that up with a little bit of vibe coding, whatever. And so I think this can stimulate this acceleration. Might also offer some opportunities for the good guys, because again, if you're doing it that way, if you're vibe coding, as they say, something, probably you're maybe not the best coder, and the platform you created might have some vulnerabilities that then might be useful for investigation. But as I said, this cybercrime as a service is not a new thing, so law enforcement has been tackling it as such as already. A good example, for example, is Operation Endgame that has been a couple iterations so far, and that's tackled, for example, the section of droppers. Not focusing on like the full attack chain, but saying, okay, this is a key service in this attack chain, so we need to try to have an impact there. It was actually prefaced by the Emotet takedown, where we saw that just taking down one player is not enough to disrupt the ecosystem. So let's try to organize these timelines so that we can action a bunch of them together. But this is how international law enforcement is being structured at the moment, is trying to go after a certain vertical, going after initial access brokers, going after bulletproof hosters, so to try and have to disable, let's say, or disrupt, because of course to fully disable or to fully disrupt is maybe too ambitious, because as has been said by the other panelists, it's a very organic system. So if you are able to disrupt even the top 2 or 3 services in a certain vertical, then somebody else will fill that void. They will see a business opportunity, they will spin up some infrastructure, and they will fill that void. But still, we try to, it's of course a cat and mouse game, but we try to have the most profound impact we can have on the ecosystem to disrupt it in the most persistent way until somebody else fills the gap, and then we start investigating them, of course. Pascal? Donc le point de vue du vendeur, moi je revendique, j'ai pas de souci. Ça fait 20 ans que je suis chez le même éditeur, donc très clairement, on est en bout de chaîne, hein, on est à la défense au niveau des entreprises, et donc cette structuration, cette industrialisation de l'attaque, on la ressent depuis 20 ans. Si je dis pas de bêtises, les premiers systèmes d'affiliés, il y en avait déjà en 2005. Donc c'est clairement pas nouveau, je rejoins le propos. Sur du ransomware et sur de l'affilié, c'est la fameuse année 2016. Nous, c'est une année qu'on a subi très fortement. Il y avait énormément c'était l'année des cryptos, de notre point de vue, de notre perception. Et ça a continué à évoluer. Oui, parfois c'est le bordel, c'est vrai. Parfois ils ne sont pas si structurés que ça. Mais le domaine dans l'ensemble se structure. C'est-à-dire qu'il y a des spécialisations qui se créent, des gens qui sont plus efficaces, des outils qui sont plus efficaces. Et nous, on le voit tous les jours sur le terrain. Pour s'en défendre, il faut aussi monter le niveau en permanence. Et c'est une vraie difficulté. Si on voit... alors je vais peut-être déjà un peu trop loin dans le truc, mais si on regarde la mind map de Conti qui avait fuité, si on voit ce qui était donné pour attaquer, si on voit ce qu'il faut mettre en face d'une mind map comme ça pour se protéger, c'est beaucoup de produits, c'est beaucoup de techno, c'est beaucoup de connaissances, c'est beaucoup d'humains, et ça a vraiment évolué dans le temps. J'aime bien, moi, comparer la situation où chez un client dans le temps on pouvait avoir un ransomware, c'est le serveur qui se faisait chiffrer, une machine du réseau et basta. Donc s'il y avait le backup, on le remettait et puis c'était fini.
Et aujourd'hui, une machine tout seule du réseau qui se fait chiffrer, ça n'arrive plus. C'est tout le réseau, plus extorsion, plus triple extorsion, etc. Donc on a vraiment une amplification complète de la menace et qui découle de la spécialisation, du renforcement, de la technicité des acteurs. Avant justement de parler de la surface d'attaque, est-ce que côté force de l'ordre, on va dire, je vous mets tous les deux voilà, est-ce que vous avez un dernier mot à dire par rapport à ces aspects organisationnels? Oui, mais vous allez voir, on va y revenir dans tout le débat. Non, mais, et puis vous prendrez comme ça directement la parole après sur les aspects surface d'attaque. Comme ça. Parce qu'il ne faut pas résumer la cybercriminalité et l'industrialisation de cette cybercriminalité à un simple regard technique, même si ça vous intéresse beaucoup. Mais il faut vraiment contextualiser ce qui est en train de se passer, notamment en France. En 2 mots, bon, la cybercriminalité, son objectif, c'est un objectif crapuleux, c'est s'enrichir. Hein, c'est ça notre sujet. Là, on ne parle pas d'espionnage, on parle vraiment d'actions crapuleuses. On est en train de passer d'une cybercriminalité qui reposait beaucoup sur la technique à une cybercriminalité qui repose maintenant beaucoup sur la donnée en elle-même et l'utilisation de cette donnée. D'où aussi ce qui se passe avec la flambée de fuite de données. Donc ça, ce cheminement, il faut le comprendre, ce qui n'enlève rien au devoir, à l'obligation de se protéger techniquement, mais ça vient d'être dit, c'est quand même, ça nécessite beaucoup d'investissement, de développement, etc. Et il y a toujours des failles. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est ça. Il y a une forme d'évolution, je ne dis pas de mutation, parce qu'il y a toujours les attaques qui visent vraiment les systèmes d'information, mais leur nombre, en réalité, cette année, est assez stagnant. Il est élevé, mais il est assez stagnant. Ce qui est en train de se passer, c'est une cyberisation de la criminalité organisée qui utilise des moyens cyber pour se propager. Et ça, c'est une petite révolution qui est en train de se passer, qui ne va pas s'arrêter. Et l'enjeu, c'est la donnée, certes la monétisation de la donnée, mais plus encore l'utilisation de cette donnée pour cibler de nouvelles victimes potentielles. C'est ça que je tiens vraiment à vous dire aujourd'hui. Ok. Est-ce que vous voulez rajouter un truc et puis nous parler de la surface d'attaque? On va commencer sur l'autre gros problématique, l'autre seconde problématique qui découle de la première. J'adhère complètement à ce qui vient d'être dit. On peut alors au-delà, si on élargit un peu à la cybercriminalité au-delà du ransom, on peut parler du DDoS par exemple. C'est exactement la même chose. Vous avez eu à Noël la Poste qui se fait attaquer et qui peut pas livrer les colis. Pourquoi? Parce que pendant plus d'une semaine, c'était jamais arrivé ici, il y a un délit de service, c'est-à-dire que vous avez des réseaux de serveurs qui viennent attaquer, qui vous empêchent de livrer, même d'accéder au site et de pouvoir faire livrer vos colis, tout bêtement. Bah ça, c'est une autre forme de criminalité, parce que si la Poste ne livre pas, il y en a d'autres qui vont le faire. Hein. C'est une forme d'attaque commerciale, entre guillemets, mais par un vecteur cyber, encore une fois, et c'est pas très difficile. Vous pouvez, une attaque DDoS, vous pouvez vous louer, en fait. Hein, vous louez à la minute, à l'heure, à la journée ou à la semaine pour l'attaque. Et vous louez le nombre de serveurs qui vont attaquer comme vous le voulez. Donc c'est vraiment, pour le coup, là on est le crime as a service, mais au sens large. Après, sur la structuration, si on revient plus spécifiquement sur les ransomware, en fait c'est toute une chaîne d'acteurs. Pour arriver au ransomware proprement dit, à l'attaque, il y a toute une chaîne avant. Il y a d'abord, il faut accéder, alors nous on appelle STAD, système de traitement automatisé de données, des serveurs, etc., des boîtes, au sens large, hein, parce que maintenant c'est même pour le côté appareil, pas juste la gestion administrative, mais beaucoup plus large que ça. Alors, il faut accéder juste à vos serveurs, phishing, RDP, etc. Ensuite, une fois que alors ça, ce sont des groupes qui savent faire ça, cette partie de l'attaque. Ensuite, il y a des groupes qui, eux, ils vont réussir à faire que vous persistez au sein du stade, et vous pouvez aussi gagner en privilège, c'est-à-dire au lieu d'être utilisateur, vous passez administrateur, super administrateur, et vous prenez la main sur le stade. Ça, c'est d'autres groupes qui sont spécialisés là-dedans. Vous avez celui qui a fait le log, le malware en fait. Alors je vous donne des noms, Akira par exemple. Lui, voilà, il vous loue, ou vous êtes affilié, ou il vous loue, ou vous payez pour un moment l'utilisation de tel type de malware qu'on va aller mettre au sein de votre stade. Et
Ensuite, encore 2 étapes. Alors maintenant, de plus en plus, exfiltration de la donnée, c'est-à-dire non seulement on vous chiffre tout ce que vous avez, mais en plus, on vous l'a pris pour faire d'autres choses après. Ça, maintenant, c'est même voir des ransoms qui se modifient. Vous avez Payutins, en fait, qui est la suite de Cactus. Cactus, il chiffrait. Payutins, c'est exactement la même chose, sauf que maintenant, il ne chiffre plus, il exfiltre. Et le ransom, pourquoi ransom? Rançon, parce que c'est de l'extorsion. Hein. On vous met un billet, un mail, on vous explique, voilà, nous, c'est tel groupe, on vous a chiffré. Si vous voulez avoir la clé de déchiffrement, il va falloir payer. En même temps, on vous donne la clé, mais on n'enlève pas le malware. C'est-à-dire que quelques temps plus tard, vous pouvez reprendre une deuxième couche. Hein. Ça, c'est pour ça qu'en France, on leur dit ne payez pas, ça ne sert absolument à rien. Alors voilà, tout ça, c'est toute une structure. On a des affiliés qui travaillent. Nous, on travaille aussi sur les familles Akira, avec plusieurs affiliés. On cherche évidemment les affiliés. Effectivement, tomber une structure, c'est on fait des takedowns, alors notamment avec Europol, parce qu'on a des structures internationales, on travaille beaucoup sur des OA, on a des trucs. Mais on cherche aussi à trouver des auteurs. On en a quelques-uns. Hein, on leur met. Alors, ils sont un peu partout dans le monde. Ils ont droit à leur fiche de recherche en France, à leur notice rouge Interpol. Parfois, ils font des erreurs, ils viennent, on arrive à les intercepter. Mais on est obligé de travailler sous forme de famille, parce que si on travaille sur les affiliés, un affilié peut travailler avec 10 familles de ransomware différentes. Voilà. Donc il y a une vraie structure. Autre structure, on en parlait tout à l'heure de Conti, je vais juste dire 2 mots là-dessus. Conti, c'est apparu, il y a eu les ContiLeaks. Alors, Conti, c'était une grande famille de ransomware, d'attaquants, qui a fait beaucoup de victimes en France et dans tout le monde de toute façon, avant 2022. Pourquoi avant 2022? Parce que c'était un groupe où il y avait autant de Russes que d'Ukrainiens, sauf qu'après la guerre, les Conti sur son site a pris position pour la Russie, et de fait, les gens qui étaient d'origine ukrainienne à l'intérieur se sont un peu rebellés et ont déployé les Contis. Ça explique quand même une structure. Je vais juste vous dire, au niveau opérationnel, il y avait une tour à Moscou où c'était tout Conti. Dedans, ils avaient quand même un chef cuisinier, ils avaient l'employé du mois, comme chez McDo. Ils avaient ils avaient des spécialistes pour plein de domaines différents, le développeur, le négociateur, les pin-testers, etc., etc., etc. Voilà, ce sont des usines, des vrais groupes, et voilà, très structurés. Bon alors, Christophe, vous avez tout foutu en l'air, on le disait clairement. En fait, ça, c'était la 3e partie, mais c'est pas grave, on va inverser la 2e et la 3e partie. Donc, je vais passer la parole à Marc pour nous parler de la structuration des criminels, et on reviendra sur la surface d'attaque après avoir parlé de la structuration des cybercriminels. Ce n'est pas bien grave. What I would like to add also to this discussion, our colleague from Gendarmerie said very nice, I think, like it's not only technology. And I think what we should add in the fight against ransomware is the economics point of view. And if we're talking about this kind of stack, like the lower part, with the phishing stuff, there you make probably a few hundreds, and then it goes up to the big money that they hope to get after the leak and really in the ransomware stage. And I keep thinking, like, how can we break this? So probably we should start thinking in ways that whatever is leaked, it's useless. So we don't store sensitive data anymore. Or we have at least, so we had a big attack in the Netherlands, the Odido telco attack, over 6 million. People's information was leaked on the internet. And I keep thinking, like, how can we make this useless? Such that you really break the economics, and you can hack and you can leak, but if there is no value in it, then you break the whole chain and they will find something different. So I'm confident on that part. But at least this is one of the most prominent challenges that we see nowadays. And everywhere you have the discussion, should we pay or not? Well, I think there's consensus, don't pay, because you need to break the economics. But it's also the other side. So in the Netherlands, this telco that had so many details in a single database. And if the criminals are in and they leak it, yes, then it becomes a problem. So that's why they can ask a lot of money for it. But I'm really keen to find ways to break the economics. And I don't know exactly how to do it, but we should, to some extent, make the data useless if it ends up in others' hands. Michael?
Yeah, well, I agree on that part, of course, that it's the end goal should be to make it less profitable. But to go back to Christophe's point on how they are structured, I think we see a lot of different things. We see indeed groups, and Conte was not the only one, that are basically just working as a regular small, medium-sized company, right? They have a couple dozen employees, they do their 9 to 5, they get bonuses, etc., etc. They do joint New Year's parties and they go out to nice restaurants. But you also have the more, and you see this in the ransomware groups specifically, or in the ransomware services that are being offered. Some groups are a lot more closed and they only cooperate with people that they basically physically know or they've worked with for a decade. And they only share their targets and their tools within that closed group. Others are a lot more liberal, I would say, and maybe enlarge the group to, let's say, trusted people that are brought in. So if somebody vets for you, then you can get in the larger group and you can be an affiliate. And then we have the more commoditized ransomwares, where basically anyone that's willing to pay the subscription fee can start using the tools. So we see this entire scale of ways of organizing, going from really physically together in a building, and probably in some cases even with some links to nation states that actually know that they are harboring these companies, to a lot more obscure and ad hoc organizations. So the entire scale is there, and we see it in different investigations. And maybe the latter ones are even, I would say, more difficult to tackle, because you see these affiliates, they move very fluidly from between tools. So if today you take down a certain bulletproof hoster, or you take down a certain ransomware family, or you arrest the developer, well, that's all good and well, but these high level affiliates, they will just buy the next big tool, and next week they spin up some new infrastructure, they're up and running again. So that makes it even more difficult, I would say, than these groups that are more lined off in a sense, and don't have this fluid structure. Moi, la manière dont je le vois, quand même, sur cette structuration, c'est faut se rappeler, en vrai, pour eux, c'est un marché. Alors, il est du mauvais côté de la barrière, mais c'est un marché. Donc, en fait, cette structuration dont on parle, c'est juste la même structuration que sur n'importe quel marché. Quand il y a eu l'industrialisation, les siècles d'avant, ça a fonctionné comme ça. Il y a eu cette taylorisation, les gens se sont spécialisés, structurés, les entreprises se sont créées. En fait, on assiste exactement à la même chose, ni plus ni moins. Donc, tant qu'on n'arrive pas à les taper, ils se structurent et ça devient ce que ça devient. Mais en vrai, c'est juste logique et identique à n'importe quel marché, sauf qu'il est du mauvais côté de la barrière, avec un petit bémol aussi, parce qu'il touche aussi à la géopolitique, et que par moment, la barrière entre le côté financier et le côté géopolitique devient très, très fine, surtout en ce moment. Mais c'est ni plus ni moins qu'un marché qui se structure, on le voit depuis 25 ans. Hervé, peut-être un mot par rapport à ça ? Sur l'organisation ? Ouais, avant de... Sur l'organisation, ce qu'on peut rajouter, c'est... bon, vous l'avez compris, c'est des groupes structurés, très organisés, qui s'appuient sur... des gens qui vont identifier les vulnérabilités, qui vont les revendre. Tout ça, vous l'avez compris, il y a des affiliés qui les utilisent, etc. Mais ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est la pyramide, comment les choses s'organisent. Encore une fois, je vous invite à sortir du simple regard sur les ransomware. Il faut voir large. Et ce qui est en train de se passer, par exemple, dans les commanditaires. Vous avez des commanditaires, je dirais, classiques en matière cyber, vraiment des groupes criminels cyber, type Lockbit, avec, sur lequel on a beaucoup travaillé, où il y a eu beaucoup d'interpellations. Bon, ça, c'est classique. Maintenant, moi, ce que je vois apparaître, c'est l'arrivée de hackers qui eux-mêmes deviennent des commanditaires de nos affaires. Pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, c'est que la technologie, en tout cas la cybercriminalité, ne repose plus simplement sur la technologie, mais sur un enjeu de gestion de la donnée. D'où des commandes de fuite de données. Vous voyez, aujourd'hui, on cible beaucoup les fuites de données. Ce n'est pas le fruit du hasard, bon, on y reviendra. Donc, avec des gens qui ont compris tout l'intérêt qu'il y avait à utiliser à faire des fuites de données pour utiliser les données. Donc, vous avez une espèce, si je schématise, de data scientist. Et ensuite de data analyst.
C'est-à-dire des gars capables de prendre la donnée, de la restructurer, de la mettre en ordre, et d'autres qui vont l'utiliser pour aller cibler leurs attaques. Ça, c'est vraiment ce qu'on voit en ce moment. Et puis, vous avez aussi des gars qui viennent de la criminalité classique et qui savent s'arroger les services de hackers ou de spécialistes de la cyber. Donc, cette fois, comme petite main. Donc, si je résume, vous avez cette partie qui repose sur, on va dire, la technique, hein, ceux qui produisent, qui détectent les vulnérabilités, qui développent des outils d'attaque et qui les vendent à d'autres, qui vont les utiliser de manière aussi très technique. Et puis à côté, ce qui est en train de se passer, je reviens toujours à mon affaire autour de l'enjeu de la data, des hackers qui deviennent eux-mêmes des chefs d'organisation, plus ou moins structurés, et puis des criminels plus classiques qui, eux, vont recourir à ces gars comme des petites mains pour leurs propres actions. Voilà, si je suis clair. Pascal, peut-être un mot par rapport à ça, sur la structuration, et puis aborder justement ces histoires de surface d'attaque et comment cette donnée, justement, elle participe aussi à l'ensemble des attaques sur la supply chain qu'on va maintenant aborder. Alors c'est Pierre, mais je prendrai Pascal aussi. Pardon. On parlait des enquêtes sous pseudonyme, a priori on fait aussi des... C'est ça, voilà. Il n'y a pas de souci. Non, effectivement, sur la structuration, je pense qu'on a fait quand même à peu près le tour du sujet, mais effectivement, il y a peut-être un point qu'on n'a pas évoqué, c'est ce qui va être ce qu'on appelle les Initial Access Brokers. Ça va être aussi une spécialisation sur la partie revente d'accès. En fait, il y a des filiales aussi qui sont spécialisées directement dans revendre des accès VPN, revendre des comptes, aller négocier avec des salariés dans les entreprises pour aller récupérer leurs credentials, etc. Il y a aussi une grosse structuration de ce métier-là qui s'est fait sur ces récentes années. Et ça serait pas dû justement aux attaques sur la supply chain ? J'allais y revenir. Merci. Exactement. Je vais y arriver quand même à ce sujet-là. Effectivement, aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué, même si ça reste faisable, d'aller attaquer des grosses entités, des grosses structures, des grosses entreprises. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les vecteurs d'attaque privilégiés vont être les petites structures avec lesquelles ils travaillent, ce qu'on appelle du coup les attaques par supply chain. C'est d'aller attaquer la petite entreprise qui vous a fait le site web, ça va être d'attaquer le cabinet comptable qui va faire votre comptabilité. Et en fait, ces accès-là vont être plus faciles à récupérer, soit parce qu'ils sont présents dans ces fameuses suites de données, dans ces leaks qu'on voit passer, on va pouvoir récupérer ces accès-là plus facilement que l'accès directement du DSI d'une grosse boîte. Et donc, on va avoir tout un marché autour de l'accès à ces comptes de supply chain parce que forcément, ces petites structures, ces PME, ces petites entreprises sont moins sensibilisées au sujet cyber et vont être des portes d'entrée beaucoup plus faciles pour faire des vecteurs initiaux sur des grosses attaques auprès de plus grosses entités, quoi. Peut-être. Ouais, ou sinon, vas-y. C'est Michael après, peut-être. Parfois, c'est pas des petits, parfois, c'est des gros. Quand c'est un 3CX, quand c'est un Salesforce, quand c'est un qui se fait pirater et qui passe par eux, là, on a des choses qui sont. Oui, ça peut être aussi des outils cyber, d'ailleurs. Yes, so I think in terms of attack surface, first of all, this is always getting bigger, clearly. Mostly because I guess innovation goes a little faster than cybersecurity. So we think about when everybody was moving to teleworking and to online calls in the COVID times with wearable devices, IoT devices, smart cars, all of that. So attack surface is always getting bigger in a sense. And when we talk about those supply chain attacks, there's again a range there of for sure it is something that is very important in the last couple of years, and we see a wide range there of professionalism as well. Like this goes from let's say very high level groups like the Klopp ransomware family, who exploited, for example, the MOVEit vulnerability into a file transfer service, again victimizing in a short period of time hundreds of companies, basically with a zero-day exploit. And they are actually groups like these are actively looking for these kind of zero-day exploits, so things that nobody is aware of, so that they can, in a short period of time, victimize a lot of companies that are unaware that they're even vulnerable. But we also see it on the other end of the spectrum a lot, for example, in the last year, where people are trying to poison packages on like NPM packages, for example, or even anticipating on
what a coding tool or an LLM will hallucinate in terms of like an existing package. Oui, And je ne when sais the pas si DOS vous avez vu, même le directeur adjoint du FBI s'est fendu d'un post sur LinkedIn à ce Yeah. sujet. Well, exactly. So those kind of things is the other end of the spectrum. This is very low-hanging fruit, I would say. Just seeing what an LLM hallucinates and then creating a package with that name that then automatically gets injected in vibe-coded tools. And again, you're in one little with one move, you're potentially compromising hundreds to thousands of applications. So we see this full spectrum, and I think this is a big thing. It's always in a sense that cybersecurity is lagging a little bit behind. People are starting to leverage these new tools with built-in vulnerabilities in a sense, or inherent vulnerabilities that are immediately getting exploited, and then it takes a bit before that the industry or whoever is developing these tools actually builds in a few extra layers of security, for example, defending against prompt hacking, etc., which is a little bit away from the pure cybercrime sphere, but yes, it is Oui, all being parce que même par exemple là dans le cas présent, par exemple le Checkmarx donc s'est aussi fait attaquer sur le même type d'outil. Donc en gros c'est un outil qui sert à protéger justement son code et qui lui-même se retrouve donc un produit de cyber qui se retrouve en fait lui-même compromis. Peut-être j'ai un souci aujourd'hui. Oui, Christophe, sur les prénoms, désolé. Oui, alors. Même si vous avez complètement. Je me suis laissé emporter par ma passion. Voilà, c'est ça. Alors, je te dire de plus. Non, sur la surface d'attaque. Ouais, voilà. ouais, alors, en fait, pour aller sur une victime proprement dit, effectivement, c'est possible de trouver plein d'angles de sociétés avec lesquelles elles travaillent, ou de compagnies, d'agences, des attaquer elles parce qu'elles sont plus vulnérables pour arriver à l'objectif final. Alors, je vais juste reprendre mon exemple de Conti, par exemple, où ils avaient une division OSINT victime. Parce que ça leur permettait justement, sachant que vous ne pouvez pas vous heurter directement à la compagnie très résistante, on va dire, au niveau cyber, vous allez essayer de trouver tout autour des vulnérabilités qui vont pouvoir vous y amener. Voilà, c'est toute une chaîne complète, quoi. Voilà. Pierre, non, Pascal, Paul. On m'appelle comme on veut. Non, je rebondis, ça parle d'OSINT, c'est mon sujet de prédilection, alors j'en profite. Effectivement, aujourd'hui, au-delà de la partie entreprise, en fait, on peut aussi avoir énormément de vecteurs d'attaque, une augmentation de la surface d'attaque par la récupération d'informations qu'on peut laisser à titre personnel, en fait, sur les informations, sur les réseaux sociaux, sur toutes ces fuites d'informations-là. C'est des mines d'or également pour les attaquants, parce que de faire de la prédiction de mots de passe, de savoir à quel moment le patron est parti en vacances et de faire une arnaque au président pour pouvoir... Ça, c'est des informations, c'est des traces qui sont restées sur les réseaux sociaux et qu'on peut attaquer. Effectivement, il y a une démultiplication avec l'avènement des réseaux sociaux, parce que aujourd'hui tout le monde raconte un peu sa vie partout. J'imagine que vous avez tous dit que vous étiez au FIC, donc ça, a priori tous les attaquants sont contents de savoir que tous les RSSI sont réunis aujourd'hui à Lille et que c'est le moment d'attaquer, mais c'est des informations en fait. Aujourd'hui, alors ça fait sourire, mais j'imagine que tout le monde est au courant du FIC, mais de savoir que effectivement le RSSI est parti en vacances, que savoir qu'il a eu un enfant à telle date, que son enfant s'appelle machin, c'est des informations qui sont hyper utiles pour les groupes d'attaquants, effectivement. Et avec l'avènement des réseaux sociaux, on a vraiment une démultiplication en fait de ces vecteurs d'attaque potentiels pour après rebondir sur la partie professionnelle, quoi. Marc et Hervé après. Really a short one, but so I think recently a few of the big tech companies released I called it the well-architectured framework, which is, let's say, the cybersecurity approach, how to develop SaaS solutions, platforms, etc., etc. And one of the key things I really liked in those developments is develop by assuming you are breached. We can do whatever we want to do by protecting our attack surface, and we have to do vulnerability scanning, but in the end, if they really want to get in, they will get in. And then you should be aware what should happen and what can happen and what are my risks. So you need to, and that's, let's say the other side, it's a pure cybersecurity approach, but you need to develop your systems by assuming there is a breach. And what's going to happen then? What's the most valuable parts? What is whatever? And but it's very recent. These frameworks are released, and I think that is
from cybersecurity perspective, really a good approach to, to reduce in the end the attack surface. Ah ouais. Non, mais oui. Et puis ça fera la transition en même temps avec l'automatisation et l'IA. Oui. Si on résume, les surfaces d'attaque, elles sont nombreuses, ça a été dit. Elles partent de l'humain jusqu'aux outils eux-mêmes, que ce soit je veux dire, les postes d'ordinateur, aux serveurs, en passant par les logiciels. Donc ça, vous évidemment, on utilise de plus en plus de numérique. Exactement. Donc, ce n'est que... Voilà. Et ce qui vient d'être dit par Pascal Paul, mon voisin de droite, de manière très pertinente, c'est très important ce qu'il a dit, c'est l'ingénierie sociale. Nous, enfin en tout cas tous les criminels, ils le disent, on le sait, ils recherchent en source ouverte. Donc à partir du moment où ils ont réussi à provoquer une fuite de données pour cibler, il leur faut aussi affiner. Et comme on donne et on laisse énormément de traces, on laisse tout sur Internet, eh bien, ils affinent les choses. Et ça, il faut vraiment, vraiment prendre conscience. On parle souvent de nos enfants qui sont exposés sur les réseaux. Mais les principales victimes, c'est pas que les enfants, c'est au sein des entreprises. Hein, c'est vous en tant que responsable. Donc il y a une vraie problématique d'hygiène numérique. Alors on le dit, c'est un peu la tarte à la crème, mais c'est une réalité. Avec les outils dont ils disposent, ils arrivent vraiment à connaître tout de nous. Tout de nous, de manière très précise. Et c'est là où c'est un petit peu vertigineux aujourd'hui, et je reviens toujours à mon sujet, hein, cette accélération de la cybercriminalité en lien avec la criminalité organisée. Vous le savez peut-être ou pas, d'ailleurs c'est assez public puisque Arte a fait des reportages sur ça. Hein, ils agrègent la donnée, hein, dans des panels, dans des look-up, où ils savent tout de nous. Quand moi, je suis obligé, enfin nous on va dire, nous sommes obligés de faire une consultation du fichier des personnes recherchées ensuite, du traitement des antécédents judiciaires, du SIV, où on nous interdit, pour des raisons de fond, l'interopérabilité, ou plutôt le croisement de nos fichiers. Eux, en un clic, ils ont agrégé toutes les données. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et avec l'IA, peut-être que ça accélère les choses. L'automatisation, en tout cas. Il y a un déséquilibre qui est en train de s'opérer, une forme d'asymétrie qui est préoccupante. Et donc, il faut aussi que l'on revoie peut-être certains points juridiques et peut-être une conception des choses. On y reviendra. Je vais essayer de pas refaire mais on reviendra sur la symétrie juste après. Mais juste peut-être un dernier mot sur le côté automatisation. Alors avec l'IA, ouais. Bon, moi, et puis comme ça, vous lancez le sujet sur l'IA. Voilà. Bon, tout le monde sait très bien que l'IA, elle est de plus en plus utilisée par nos adversaires. On le voit notamment dans les phénomènes d'escroquerie. Les phishing, les textos sont de mieux en mieux rédigés, les courriers, idem, ce genre de choses, même s'il y a encore de grosses erreurs, mais en tout cas, c'est écrit à peu près en français. Maintenant, l'IA est utilisée et va l'être de plus en plus pour des escroqueries de type fraude au président, avec une utilisation sur la voix. La vidéo, l'utilisation d'hypertrucage, de deepfake sur la vidéo, on sait qu'en Asie, ça arrive, enfin ils en ont. Moi, à ma connaissance, aujourd'hui, on n'en a pas eu. Ça va. C'est une question d'ailleurs que je me pose depuis une année. Pourquoi, alors qu'en Chine, il y en a pas mal, pourquoi on ne les a pas encore eu? On n'a pas eu de fraude au président, par exemple, par deepfake, par image. C'est une question, non pas que je trépigne de les voir arriver, mais des fois des interrogations. Mais c'est sûr que ça va arriver. Et donc, par exemple, les fraudes au président qui ont eu un pic, on va dire, dans les années 2010, qui se sont un peu relâchées parce que tout le monde s'est un petit peu prémuni, eh ben, ça va repartir comme en 2014, parce que effectivement, le deepfake et l'IA, grâce à tout ça, va le faciliter. Donc, voilà ce que je voulais dire en entrée. Peut-être Marc, on va repartir... Well, maybe we are not native English speakers, right? So I'm using ChatGPT and all those to tidy up my emails, take care, and then read it again and again, so that really my message is there. And this is what the criminals do as well, but we can't blame the technology. That's a bit of where I'm struggling, like to what extent can you blame the technology?
because we use it in our daily lives, especially being non-native English speaker, operating in cyberspace, we have to do everything in English. So I really like to use those tools to come up with proper emails, proper whatever messages we are pushing out. Not generating, but at least correcting and take care that we do it right. So I'm really doubting where to blame the technology. It's just the technology is abused also for bad purposes. And we can say like, if there is a prompt, like give me a phishing kit, that it should block, but that's the easy one. But they can circumvent and come up with other queries or prompts to get the phishing kit or the ransomware, whatever they would like to get out of the AI. Michael? Yeah, I think it's basically what AI is doing, and I'm a big proponent of AI. So, it's accelerating cybercrime to the next step, because cybercrime was always a game of scale, right? You don't need to physically be close to a victim, so you can send out a phishing mail to millions of people at once. You can scan the infrastructure of the entire internet or use tools that do that for you. So already, I would say the whole world was your oyster to make victims. But there was still this limiting factor of you having to do some kind of work, right? You needed to craft a phishing mail and make it look decent. Now you do that in 2 minutes. You needed to, as Christophe said, the example of Conti having like an OSINT department or an OSINT team. Now you can just spin up an agent. Everybody can do it. OpenClaw, whatever. You will have your OSINT guy 24/7 scouring LinkedIn for potential targets and maybe crafting a nice spear phishing mail for them. So this kind of tools that are now available to, well, all of you, but also to the bad guys, take it to the next step basically. And this limiting factor of needing the personnel to scale is now also getting less and less important. So one guy can easily run this kind of business by himself and have his OSINT agents doing that work, have his PR agents drafting crafting the nice mails, or even having chat conversations, approaching people and seeing who might be open. And we see this also in these job applications, for example, that they are using AI tools to do fake job applications to get inside companies. So all of this is another accelerant, I would say, to something that has always made cybercrime, or always been a strength of cybercrime. L'infiltration n'est pas toujours dans le sens des forces de l'ordre vers les criminels, mais aussi des criminels vers... non, peut-être pas vers les forces de l'ordre, mais en tout cas vers les entreprises. Yes, this is something that is really happening a lot these days, and also accelerated by AI, for sure. Pour le coup, par rapport au deepfake, il y a déjà eu des deepfakes, alors pas sur de l'attaque au président, mais sur du faux recrutement, c'est-à-dire des pirates qui se font recruter par des entreprises pour pouvoir rentrer dedans, qui sont normalement d'origine asiatique et visiblement asiatique, mais pas sur le deepfake. Donc, et qui se sont fait recruter, qui faisaient du vrai travail, et qui avaient accès du coup à tout ce qu'il y a en entreprise. Donc c'est arrivé y compris à une entreprise de sensibilisation sur la cybercriminalité américaine. Donc ils sont censés être un peu forts là-dedans, et ils ont subi ce type d'attaque. Donc ça arrive. Moi j'ai aussi la vision un peu, je le redis, on est sur la PME, donc on a une problématique qui est encore exacerbée, c'est-à-dire que dans le temps, on a toujours traduit les attaques par ce jeu du chat et de la souris, des pirates qui sont... alors moi je suis un romantique, donc je me dis le pirate c'est un feignant, il fait juste ce qu'il faut pour pouvoir rentrer, il n'a pas besoin de développer des trucs s'il n'en a pas encore besoin, etc. Ma crainte du moment, c'est que jusque-là il y avait un delta entre l'attaquant et le défenseur. Avec les outils qu'on a maintenant, enfin qu'ils ont maintenant, les capacités de l'IA, c'est plus juste une petite avance, c'est qu'ils ont une vraie réserve technologique. Il y a plein de choses qu'ils ont à disposition aujourd'hui dont ils n'ont même pas besoin, puisque les défenses sont à tel point pas là, que de toute manière, ils n'en ont pas besoin pour le moment. Donc ils l'utiliseront plus tard. Donc j'appelle ça une réserve technologique. Et moi, c'est ce qui me fait peur, c'est que pour le coup, ça fait un écart de rattrapage qui est colossal. Très heureux de vous entendre, parce que c'est exactement, moi aussi, ma préoccupation. Mais vraiment, c'est ce qui est en train de se passer, parce que aujourd'hui, pour l'IA, on en est encore qu'aux prémices, mais si vous conjuguez leur surface financière, leur capacité de recrutement, leur désinhibition complète par rapport à la violence,
et leur capacité à agréger la donnée pour faire des fichiers finalement de renseignement hyper puissants. Vous rajoutez l'IA qui arrive, c'est vertigineux. Donc, il ne s'agit pas de foutre la panique ni d'être vraiment anxiogène, mais on est face à une évolution dont qui est réelle. C'est la réalité, et à nous de la juguler. La question, alors je ne veux pas teaser... Non, mais là, on y est, c'est bon. Conséquences, c'est important de le dire, et je suis heureux de vous l'entendre dire, vraiment. Comment on y répond? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, ce n'est pas le chat et la souris, c'est le jeu de la flèche et la cuirasse, en réalité. En matière de lutte contre la délinquance, on n'a pas la prétention de dire qu'on va arrêter la délinquance. Hein. Non, il faut juste réduire l'écart. Et là, cet écart, il s'accroît. Donc, comment faire pour le réduire? C'est tout l'enjeu. On a des réponses. Ça passe beaucoup par du renseignement, parce qu'il faut anticiper, détecter, comprendre, connaître. Donc, il faut des efforts. Mais en cyber, c'est peut-être plus difficile encore que dans le monde réel. Donc, c'est un élément de réponse que je tiens à apporter. On va peut-être développer. Mais ça, à mon sens, il y a quelque chose un petit peu à retenir, c'est ça. C'est cette asymétrie qui, aujourd'hui, est en passe vraiment de s'accroître de manière un petit peu inquiétante. Alors peut-être Pierre-Paul Jacques sur l'IA et les conséquences de l'IA, et puis après Christophe. Ouais, je vais refaire un peu le lien avec la partie surface d'attaque également. En fait, on parle beaucoup de données, effectivement, c'est un point hyper important. Et aujourd'hui, l'arrivée de l'intelligence artificielle pour les équipes de criminels aide aussi énormément sur la partie traitement des données. Aujourd'hui, on l'évoquait, il y a énormément de fuites de données, il y a énormément de surface d'attaque possible. Aujourd'hui, on a des agents automatisés avec du Shodan, avec différents outils qui vont permettre en fait de pouvoir ne plus avoir des attaques opportunistes et devoir cibler des entreprises ou des personnes. On va faire des scans massifs, on va s'appuyer sur l'IA pour faire la couche de traitement par-dessus et nous dire, bah voilà en fait les cibles les plus simples, d'après les informations qu'on a, de la partie technique, des scans techniques qu'on peut faire, des fuites de données, des informations qu'on peut avoir sur Internet, l'agent IA va dire tout seul, bah, il faut attaquer ces 3 entreprises-là parce qu'elles sont plus facilement attaquables, plutôt que de se dire, je vais essayer d'attaquer quelqu'un de manière spécifique, quoi. L'IA permet en fait aux équipes de criminels de gérer aussi cette donnée massive, parce qu'eux, ils ont à leur portée également, par rapport effectivement aux forces de l'ordre qui doivent faire avec le cloisonnement et gérer les accès aux différentes bases. Eux, ils ont accès à l'ensemble de ces bases-là qui ont fuité, à l'ensemble des informations techniques sur Internet. Et donc, l'IA permet de faciliter en fait ce traitement-là et de réduire énormément le temps pour choisir une nouvelle victime, quoi. Christophe et Marc, peut-être. Allez, Marc en premier. No, to add on this, I think it's really the advantage for the criminals. They don't have legal frameworks. They don't have to comply to ISO. They just can do and take what they want. And I think that emphasizes the urgency, let's say, also on the other side, because being in this space for quite some time, it happens to me way too often that the answer is we don't know whether we can use these tools. Because that's, in the end, also the law enforcement and needs to have smarter AI ways to analyze data, go through things. And it's really, to me, this is really a pain. That the answer is we don't know. To some extent, it should become black and white. And we should become quicker in say like, hey, we are going to use it, or we take the risk to use it. And maybe later on we say, we have been wrong. But not using the tools because we don't know. There should be a realization in Europe, in the law enforcement agencies, like, but we need to have these tools, because otherwise our investigators cannot get to the clues or to the vulnerability or the mistake of the criminal as quick as possible. And I know, of course, we do it, but too often the argument is we don't know. And that is, make it black and white. We use it or we don't use it. But we need to have better and stronger AI tools also in the law enforcement agencies. And we have been in European projects and it takes ages and we don't come up with an answer. That is frustrating. Make it black and white. We use it or we don't use it. And that should be quicker. Christophe? Ouais. Je vais essayer de trouver un autre argument. Alors moi, je vais faire un petit bémol, notamment concernant l'IA et les rançons, parce qu'en fait, à travers l'IA, vous pouvez avoir un pack ransom déjà tout prêt.
Nous, on les travaille, on travaille toutes les plaintes de ransom, on récupère toutes les données dans mon service, et en fait, pour identifier les attaquants, les familles d'attaquants. Et donc, du coup, on a vu remonter l'année dernière quelques plaintes où on était quand même un peu surpris de la manière dont avait été fait le ransom, le message qui était donné, le message de rançon, les wallets qui étaient donnés. Bon, au final, on a réussi en plus, mais les ingés ont réussi à donner la clé de déchiffrement qu'ils avaient réussi à obtenir eux-mêmes en le travaillant, parce que c'était un peu facile. En fait, c'était un peu ransom low cost. Parce que c'était tout sur IA. Bon, ça va changer, hein, ils vont s'améliorer. C'est l'IA en général apprendre ses erreurs, et donc ça va aller un peu mieux. Mais pour donner une idée, le gars, nous, qui nous avait fait les attaques, c'était un gars qui avait une boîte de développement informatique, qui devait rendre un produit à son donneur d'ordre. Il était en retard, donc le seul moyen qu'il a trouvé, c'est de s'attaquer avec un ransom qu'il avait lui-même fait par ChatGPT. Donc, bon, ça paraît un peu... Mais bon, voilà, pour l'instant, c'est une limite. Bon, c'est encore l'humain, en fait, limite. Ça va pas durer, mais c'est encore l'humain. Après, les conséquences, là, par contre, l'IA, les conséquences, c'est autre chose. On a autre sujet, je vais sortir du cyber. On avait des agences spécialisées dans la crypto-monnaie qui se sont fait exfiltrer, voler la donnée, et notamment des noms de personnes qui, potentiellement, avaient un portefeuille crypto. Sauf que le portefeuille crypto égale, dans l'imaginaire, vraiment, on est riche. Même si vous avez 0,000,1 bitcoin. Mais bon. La criminalité organisée, certains, grâce à l'osine, etc., ont récupéré, en fait, sur le dark web, on va dire, même pas le dark web, hein, sur le clear web, mais sur des forums, ces listes. Et dans leur imaginaire, forcément, il y a une personne qui arrive sur ces listes, on fait un peu d'audit, on arrive à trouver où ils habitent, et on prend une équipe qui a été recrutée via les canaux Telegram, etc. Et c'est une équipe de pieds nickelés, en fait, hein, qui va au final aller tenter de faire des enlèvements de séquestration, qui va directement faire de l'opérationnel, qui se trompe 2 fois de porte. Heureusement. Mais ça, c'est une conséquence, en fait. C'est-à-dire qu'on a vraiment de la tech au démarrage, avec vraiment du cyber et de l'attaque, etc. Puis au final, en bout de chaîne, on arrive à du trimorgue soit organisé, soit du trimorgue désorganisé, mais qui en fait arrive à trouver des éléments au travers des canaux, des forums, etc. Ça, c'est là où ça devient un peu plus dangereux, parce qu'on commence à revenir sur l'humain, là, en fait. Qui veut... Ouais. Je peux y aller. Sur la partie conséquences, effectivement, au-delà de ce que vous connaissez déjà forcément des conséquences d'avoir un ransomware, je pense que je n'ai pas besoin de vous raconter les conséquences d'un ransomware. Moi, je voudrais juste mettre un petit peu en avant, parce que aussi c'est un peu de la réalité de terrain des entreprises avec lesquelles on peut avancer et collaborer. Aujourd'hui, on sous-estime, je pense, et je parle un peu sous le contrôle également de mes collègues des forces de l'ordre ici, je pense qu'on sous-estime beaucoup la volumétrie d'entreprises qui se fait crypto du fait de cette industrialisation-là. Aujourd'hui, il y a plein de facteurs qui font que les entreprises ne se déclarent pas. Que ce soit parce que se déclarer auprès de l'ANSSI, ça peut être une mauvaise conséquence de se mettre en avant, c'est de la mauvaise publicité, parce que son assureur peut également mettre un malus sur son assurance auprès de son entreprise. Donc, je pense aujourd'hui, je ne sais pas quels sont les chiffres exacts, et je pense qu'ils sont très difficiles à avoir, mais je pense on sous-estime énormément la menace et le nombre d'entreprises qui sont impactées par des ransomware aujourd'hui. Moi, je peux vous dire sur l'état de la connaissance réelle des choses, on estime qu'on connaît un cas sur 250. Toutes cyberattaques confondues. Pourquoi ? Pour les raisons qui viennent d'être dites. Certains, pour des aspects purement réputationnels, ne veulent pas, n'osent pas, ont un peu de culpabilité, de honte, disent ça ne servira à rien. Nous, notre combat, c'est justement de faire comprendre les choses de manière inverse. Il faut faire remonter les affaires à la connaissance des forces de l'ordre, si on veut les régler. Et ça passe par quoi ? Par la plainte, ça passe par la déclaration d'une cyberattaque, ça passe également avec ce qui va se passer avec NIS 2, hein, une obligation qui va être portée à 15 000 entités, on va dire d'entreprises pour faire simple, l'obligation de dénoncer ou de révéler les choses. Voilà, il faut que ce soit connu. Si ce n'est pas connu, on ne peut pas traiter. Si ce n'est pas traité, on ne peut pas rapprocher. Donc on ne peut pas lutter. Donc ça, c'est extrêmement important à avoir en tête. Et le deuxième... allez-y, ouais. Juste un petit commentaire sur... il y a eu le panorama de l'ANSSI qui est sorti il y a quelques semaines. Et effectivement, le nombre de ransomware déclarés à l'ANSSI, on est d'accord, c'est ceux déclarés à l'ANSSI, mais ça donne quand même une tendance, parce que c'est...
c'est sur le même type de population, baisse un petit peu. Donc effectivement, le nombre global reste assez élevé. Voilà. Par contre, ce qu'on voit à côté, c'est ce qui a été dit avant, c'est qu'à côté de ça, il y a le nombre de fuites de données qui augmente, les DDoS qui augmentent, tous les autres types d'attaques qui se multiplient, et le tout cumulé ne baisse pas, il augmente. Et les fuites de données, on va en dire un mot tout de suite quand même. Ouais, voilà, je vous le ça, disais, je pense c'est que pas c'est le bon moment. Alors tout est lié par rapport à ce qu'on a dit. Ce n'est pas le fruit du hasard. D'abord, il faut savoir que la France est le pays le plus touché au monde rapporté à sa population. Ou alors, est-ce que c'est le parce pays que- le plus moi, j'ai une touché au question, monde par derrière contre. les États-Unis, Est-ce que mais c'est rapporté à la parce que- population. Est-ce que c'est parce qu'on le dit plus Non. ou voilà, c'était ça Non. ma. Et pourquoi ? C'est la raison, c'est ce que je vous dis, et c'est ce qui vient d'être dit par le commandant depuis le début de cette table ronde. C'est du fait de la cyberisation de la criminalité organisée qui a compris tout le bénéfice qu'elle pouvait tirer de ces données qui étaient hackées. Ils ont du mal à monétiser les choses. Bon, je vais résumer. Par exemple, en 2024, il y avait une statistique qui avait été donnée par Webstone de mémoire. Ouais, c'est ça. Bon, 80% des Français s'étaient vus voler ces données en 2024. Pour autant, on n'a pas tous été victimes d'usurpation d'identité, de choses comme ça. Bon, oui, on a tous été victimes d'une tentative de phishing sur nos téléphones. Mais ils ont quand même du mal à monétiser. Par contre, ce qu'ils ont compris, c'est le bénéfice de cette capacité d'agréger de la donnée, de cibler leurs victimes et de passer à l'attaque. Pourquoi on fait une vol de données sur la Fédération française de tir, la Fédération française des chasseurs, l'OFB? Vous comprenez? Vous avez tous compris. Bon, pourquoi on vise la crypto? Pourquoi on vise certaines applications? Bon, tout est lié. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est ça. Et ça reboucle avec ce qu'on a dit tout à l'heure vis-à-vis de l'OINT et la social engineering, l'ingénierie sociale. Comme on laisse beaucoup de traces également sur les réseaux, et bien tout ça, c'est vraiment un cadeau que l'on fait à ces gens-là, puisque maintenant, ils s'organisent pour utiliser ces données et passer à l'attaque. C'est ça qui se passe. Et ça, c'est préoccupant. C'est préoccupant parce que le fossé s'accroît. Donc, à nous d'y répondre pour réduire ce fossé. Pour réduire ce fossé, ça passe par de l'organisation, par des capacités. On est plutôt au rendez-vous en France, même la justice. Alors, ce n'est pas parfait, mais on a fait de gros efforts. Mais il y a certainement des évolutions juridiques et des moyens supplémentaires qui doivent être donnés aux forces de l'ordre. Il faut être plutôt dans une logique, non pas d'affaiblissement ou de surrégulation de nos capacités pour répondre à cette menace. Il faut au contraire faire confiance aux forces de l'ordre de ce pays démocratique, républicain, sérieux, contrôlé, qui ne fait pas du contrôle de masse, qui fait de l'action ciblée sur des individus sur lesquels portent un certain nombre de soupçons, puisque pénalement, on leur reproche d'avoir fait un certain nombre d'infractions ou de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État. Je pense qu'il faut réfléchir à renforcer les moyens d'action des forces de l'ordre dans le respect de l'ordre démocratique et surtout dans la confiance avec la population. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de porter plainte, il faut au contraire faire remonter les faits. Voilà, très bien. On va, je pense, Christophe, peut-être un mot par rapport justement côté sur ces aspects. En fait, finalement, donc voilà, le mot a été prononcé, d'asymétrie entre les criminels, on va dire d'un côté, et nous de l'autre, quoi. Et puis comme ça, nous donner aussi votre vision sur ce qu'il faut faire pour combler cette asymétrie. Alors là, tout d'abord, le constat, c'est qu'en France, quand même, on a le seul moyen de pouvoir réagir, avoir une bonne réponse, c'est de vraiment être organisé, quoi. On ne peut pas se disperser. L'organisation pour les forces de l'ordre, les forces de sécurité intérieure, elle a été faite. Encore novembre 2023, une organisation a été mise en place, comme Cyber, l'OFAT, l'UNC, BL2C, etc. Tout ça, c'est bien rodé. Les services travaillent les uns avec les autres. Nous, on a vraiment la partie investigation opérationnelle. On est le point de contact pour la partie internationale. Et c'est là où c'est important, en fait, c'est qu'on travaille beaucoup, nous, avec les agences, l'agence européenne, Europol. On travaille beaucoup avec Interpol. On fait énormément d'opérations d'OA ou d'Action Week ou d'échanges d'informations sur les sprints, parce qu'en fait, on est obligé de travailler
avec les autres partenaires, les autres LEA, putain, j'ai du mal avec les mots français maintenant du coup, avec les services de police autres étrangers, alors européens ou autres, hein, parce que même aussi avec les services américains ou anglais. Et ça permet en fait d'avoir une réponse globale. Nous, en France, on a aussi la chance. Alors moi, je vais revenir un peu sur le côté judiciaire, parce que vraiment DNPJ, OFAC, c'est vraiment... on parle de procédures, là on parle de cyber, mais nous on parle de mettre des procédures, le cyber dans des procédures judiciaires, qui au final vont devant un juge. Les gens, on les interpelle, on va les amener devant un juge, devant un procureur d'abord, un juge d'instruction, ensuite devant un tribunal. Donc il faut qu'on fasse comprendre tout ça à tout le monde. Et c'est pas forcément hyper évident. Donc en France, on a la chance d'avoir une autorité judiciaire qui est spécialisée, J3, on travaille pratiquement qu'avec eux, et notamment une organisation aussi, par exemple, je vais revenir sur les rançons maintenant, nous on s'occupe de la partie rançon du démarrage jusqu'à la fin. Lorsqu'il y a une plainte qui est déposée par une société, alors le nombre de sociétés, nous on court un peu derrière les victimes, c'est vrai, souvent on a des déclarations de NIL, on sait qu'il y a une attaque qui a été faite, par contre on n'a pas la victime, on n'a pas la plainte, c'est nous qui appelons en fait, qui allons la chercher, pour après avoir, ou alors avec les sociétés, là où on est bien, avec les CERT, etc., on est bien organisé pour avoir, on est en contact avec les sociétés de cybersécurité justement, avec les boîtes de remédiation, à qui on envoie nous un document, dès le démarrage en fait, un document qui doit être rempli, c'est le Incident Report, Incident Incident Report, qui nous est retransmis ensuite en même temps que la plainte qui va à l'autorité judiciaire. Et nous, en fait, on collecte toute la donnée qu'on rentre dans notre système et ça nous permet d'identifier ensuite la famille d'attaquants, la famille de ransomware attaquante. Et on renvoie ça au juge qui, lui, après, désigne, parce que c'est son rôle, désigne un service de police ou de gendarmerie ou de la préfecture de police à Paris pour la suite. Cette organisation nous permet quand même d'avoir une vraie vision. Alors, on voudrait aussi dire peut-être que s'il y a une baisse un peu des rançons, c'est peut-être qu'on est un petit peu efficace. Aussi parce que là, en France, du coup, on ne paye pas. Et bon, alors c'est reconnu hein, dans les attaques, les boîtes cyber et dans les familles de rançon, ils savent que en France, vous allez attaquer, la rançon, ça va pas être terrible, quoi. Donc il vaut mieux aller se filtrer de la donnée, et c'est ce qu'on voit maintenant. C'est-à-dire qu'avant, on avait toujours du chiffrement de données, que maintenant, par exemple, Payotin, hein, qui a suivi Cactus, il chiffre plus. Maintenant, il fait que de l'exfiltration. C'est exactement la même famille, sauf qu'en fait, maintenant, il a dit non, mais ça sert à rien, de toute façon, il paye pas. Donc, on va exfiltrer de la donnée, et cette donnée, justement, on va la mettre sur les forums, et on va la vendre sur les forums, et là, on va récupérer de l'argent. C'est pour ça qu'en fait, on a peut-être un peu une descente des rançons. Donc voilà, pour finir, hein, le seul moyen, on n'aura peut-être pas les moyens budgétaires pour pouvoir aller aussi vite que ceux qu'on a en face. Par contre, il faut qu'on s'organise. On est plus fort à plusieurs. Nous, on est organisé déjà en interne au niveau français. L'organisation est très bonne. On est organisé avec les agences européennes et internationales pour travailler ensemble. On fait énormément de sprints. On travaille un peu partout dans le monde. Et lorsqu'on fait des takedowns, Endgame, c'est vraiment Endgame, Success Court, encore il n'y a pas longtemps sur les proxys. Voilà, on tombe 60 serveurs sur toute la surface mondiale en fait. Donc du coup, on ne reste pas dans le coin. C'est à peu près, pour moi, la seule possibilité d'avoir une réponse efficace. Marc, est-ce que vous voulez nous dire quelque chose sur cet aspect asymétrie et comment faire pour lutter contre? I didn't get the last part, but what I wanted to add, I think exactly what you say, collaboration and it's more and more public-private, and not, let's say, only the banking side or the data provider, but also the cybersecurity companies. And to share a small example, how we are developing our technologies in the company. We do this together with some German authorities, prosecutors, and they literally open the books like, this is what is a challenge in the investigation. Do you guys have an idea? And on the other time, we come like, hey, here we see an opportunity. Can this be something? Hey, this is something new. And you cannot do that everywhere and with everybody, but having these kind of small, really deep trusted collaborations can create also the innovation on the investigative side by having, for example, deep research institutes involved. On our side, we work at Delft University, in Austria with Complexity Science Hub, bringing those brains also into the equation to solve the crimes. It can also be part of the solution. Pierre? Oui, c'est Pierre.
Ça va me rester jusqu'à. Non, mais pour revenir sur ce qui a été dit, effectivement, je pense que le moyen le plus efficace de pouvoir endiguer ces menaces émergentes, c'est la coopération, que ce soit à l'échelle interne de la France, interservices, mais également les échanges qu'on peut avoir entre le privé et le public, parce que aujourd'hui, pour pouvoir endiguer la menace, la première chose à faire, c'est déjà la détecter. L'important, c'est de détecter très rapidement, et je tends des perches à mon collègue éditeur. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à passer sous le seuil de 1 à 2 heures à partir du moment où on se fait infecter et au moment où on le détecte. Et pour pouvoir le détecter, ça nécessite d'avoir ce qu'on appelle les IOC, les indices de compromission. Ça, c'est des choses qui sont remontées effectivement avec les rapports de quand on se déclare qu'on s'est fait attaquer, on va donner des rapports techniques, et dans ces rapports techniques-là, on va pouvoir retrouver ces informations-là, et ces informations-là sont après partagées avec les éditeurs ou avec les structures qui viennent pour intervenir pour restaurer derrière le système. Et donc c'est vraiment cette coopération et ce partage, d'où l'importance effectivement d'augmenter également ce chiffre de personnes qui se déclarent pour qu'on ait de plus en plus de rapports d'incidents, de plus en plus de données techniques qui vont permettre de pouvoir identifier les différentes souches de ransomware, les différents vecteurs d'attaque, les différentes phases d'initialisation qu'on pourra pouvoir repérer et pouvoir endiguer plus rapidement du coup cette menace-là, quoi. C'est vrai qu'on parle, on parle de deux choses différentes aussi en même temps. C'est qu'on parle de protection et puis après on parle de chasse aux pirates. J'adore la chasse aux pirates. Mais j'ai une petite expression, c'est que un pirate qui se fait démanteler, il ne va pas devenir boulanger en fait, en général. On aimerait bien qu'il fasse du bon pain à la place, qu'il fasse des choses sympas, mais en général il va se recycler. Et puis d'ailleurs c'est ce qu'on voit quand un affilié travaille pour un cybergang et que celui-là est démantelé, il va travailler ailleurs et ainsi de suite. Et puis les gens font ce qu'ils savent faire. Donc cette chasse aux pirates, elle est indispensable, elle doit être efficace, elle doit aller. On attend toujours que le LockBitSup se fasse attraper d'ailleurs. Un petit message au passage, parce qu'il se fout. Ouais, mais il se fout bien quand même de tout le monde en ce moment, donc ce serait bien qu'on le chope, même s'il fait moins d'argent ces temps-ci. Donc c'est complètement indispensable, mais c'est aussi indispensable que la partie purement protection, qui moi m'inquiète, comme je disais tout à l'heure, parce que effectivement les ransomware descendent, NIS 2 arrive, NIS 2 c'est 15 000 entités, autour de 15 000 entités, la France c'est 160 000 PME, il en manque un bout de gens qui se protègent assez peu. Donc il y a aussi ça. Michael, pour conclure, Well, on prendra quelques questions juste après. Well, briefly, I think indeed there is no need to panic, even in light of this automation wave and artificial intelligence, etc. There is still, up to now, somebody behind the keyboard, or so there are still people we can try to identify. We still can go after the infrastructure. For example, from the Europol side, we have some world-class people that can help take down infrastructure, image infrastructure. The same goes for the cryptocurrency analysis. We have world-class people, notably a few French people actually, that can support investigations. So there is no need to panic. Indeed, we are building more on this international cooperation, and this cooperation notably with the private sector as well, through our advisory groups, etc. Making that more operational as well, and not just getting their strategic input, but actually hands-on. What do they have in terms of actionable reports that we can use? But coming back to what General said before, that the data is being leveraged, I would say, against us by the bad guys using all of these tools. We also have very valuable data coming from or stemming from all of these investigations. We go and seize criminal servers, and we get a huge amount of valuable data. Now then, of course, we run into these risks of not being able to exploit those data as efficiently as possible, because we do have to play by the rules, and we do have the legal frameworks we have to abide by. So there is a bit of lagging there. We are getting there, we are trying to get there, but for sure, if we would be able to leverage the full capacity of what AI has to offer the bad guys, and we can do the same on the data sets that we have to identify them, to make their life more difficult and to tackle the infrastructure, etc. I think there's a lot of potential there that we are pushing towards, but clearly we have to do so abiding by all of the rules that are imposed on us, which puts us in that sense at a little bit of a disadvantage. Yes. Bon, ben alors, à vous maintenant de nous poser des questions. Juste, voilà, vous avez compris que l'enjeu, c'est la data des deux côtés. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut... Non, alors je vais me lever. Regardez ça.
Allez-y, présentez-vous juste pour dire qui vous êtes. Donc, Antoine Bajolet, administrateur du CLUSIF, et je suis également directeur sécurité du groupe NR. J'ai spécialement une question effectivement sur les fuites de données, et en direction plutôt du général Petri et du commandant Sansig. Effectivement, on se dit, bon, les données de tout le monde en France sont toutes fuitées au moins une fois, et donc on a une proportion à dire, ben, si chez moi j'ai une fuite de données, finalement elle va se perdre dans les données des autres. Ceci étant dit, et c'est ce que vous avez souligné, mon général, si à la fin une action violente contre une victime, enlèvement, séquestration, voire acte de torture et de barbarie, aurait été déterminée parce que dans une société en particulier, il y a une fuite de données qui indiquait le salaire, le fait qu'il y avait des objets de valeur assurés, le fait d'avoir l'adresse réelle du domicile de la personne. On peut penser par exemple à la fuite du fichier RH d'une société avec le salaire, l'adresse postale d'un dirigeant, et donc le fait qu'il a peut-être un gros patrimoine. Quelle serait selon vous la responsabilité civile de la société qui n'a mal protégé ses données et dont cette fuite de données a été le déterminant pour une action violente contre la victime? Alors, vous posez la question de la responsabilité civile. Oui, bien sûr. Ben, je l'ignore. Moi, ce que je vois surtout, c'est que si on n'arrive pas à se protéger physiquement et techniquement, du fait d'un laxisme, je dirais, sécuritaire ou d'une absence d'investissement dans le domaine. Je rappelle d'ailleurs que les PME, TPE, PME, enfin, la moyenne nationale, c'est 2 000 € d'investissement par an en cybersécurité. En tout cas, c'est la donnée que j'avais il y a encore une année. C'est très bas. Après, tout le monde sait très bien que la cybersécurité, ça a un coût. C'est pas facile pour notamment les TPE, les PME, et qui sont les cibles principales si on revient aux cyberattaques, puisque les grands groupes s'étant bien protégés, enfin en tout cas mieux protégés, voilà, ça reste un peu la fragilité du système. Par contre, au-delà de la responsabilité civile, c'est mon sujet, moi. C'est comment on fait pour lutter contre ce qui pourrait très bien arriver. Et il y a des prémices à tout ça. Quand on fait un piratage de données sur des grandes associations ou de fédérations sportives, pourquoi on fait ça? Je sais pas, moi, la Fédération française de golf, au hasard, j'en sais rien. Ouais. Non mais, on peut tous avoir sa réponse, j'ai la mienne. Vous voyez ce que je veux dire? Cette capacité à hacker les données, encore une fois, à les agréger et à cibler, c'est le sujet du moment. Et oui, derrière, il y a des agressions, on revient à l'humain, ce qui a été dit par le commandant, et on n'est plus dans simplement je te fais une demande de rançon pour avoir de l'argent, mais je vais m'en prendre à toi physiquement, avec des actes d'une violence sans nom. On sait très bien qu'il y a une forme d'ensauvagement de la délinquance, hein, et dans par exemple les crypto-rap que l'on connaît, c'est vraiment des actes de torture et de barbarie sans nom. Donc on revient à l'humain aujourd'hui. Donc comment on fait pour se protéger contre ça? Eh bien, il faut lutter contre la criminalité organisée, il faut renforcer nos mesures de cybersécurité, il faut anticiper, détecter en amont et tout de suite isoler, neutraliser les quelques-uns qui pour l'instant sont derrière tout ça et dont les commanditaires sont souvent à l'étranger, ce qui pose des problématiques de coopération internationale avec certains États qui sont peu ou pas du tout coopératifs. Et puisqu'on parlait de Logbitsut, lorsque l'intéressé se trouve forcément en Russie, il est difficile d'aller le chercher. Donc ça pose la question de la responsabilité de certains États. Donc tout est lié. Criminalité cyber, criminalité organisée, entité étatique hostile, c'est ce que je vous disais, c'est le panorama d'aujourd'hui. Voilà comment je réponds à votre question. Si je peux juste rajouter 2 mots. Alors il me semble, alors effectivement, franchement, le niveau civil, nous c'est répression code pénal. Enfin, en tout cas de mon côté. Mais il me semble avoir lu quand même que France Travail avait eu une très très lourde amende justement parce que ils avaient été trop facilement attaqués et que trop facilement les données des personnes qui étaient dans France Travail avaient été non seulement exfiltrées mais après diffusées. Et diffusé et pas contre paiement en fait, hein, qui est diffusé juste pour la loi devoir faire. Bonjour à tous.
Abderrahmani Ben Sedik, moi je travaille chez Decathlon. Merci pour la présentation, c'était super intéressant. Moi j'ai une question par rapport à la coopération internationale pour combattre le cybercrime. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a un recul de la coopération internationale, notamment par le retrait des États-Unis de certains efforts sur la cybersécurité. Et de façon générale, le monde qui se silote un peu entre les États-Unis, l'Europe, peut-être la Chine, la Russie. Et ça, c'est super pratique pour les groupes cybercriminels qui vont s'installer dans des pays où ils savent qu'ils ne seront jamais embêtés par les autorités. Donc ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait au niveau national, peut-être européen, pour garder, en tout cas, un minimum de coopération et peut-être pour faire des pressions sur les gouvernements, etc., pour plus de coopération en matière de combat du cybercrime. Merci. Alors, peut-être un mot. Si je prends par exemple la coopération en matière de lutte antiterroriste, même avec les États dont j'ai parlé, elle fonctionne plutôt bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque les États ont un intérêt commun, ils coopèrent. D'accord? Lorsqu'on revient dans la criminalité classique, ils n'ont pas forcément un intérêt à coopérer. Encore moins dans notre matière, puisqu'ils utilisent cette arme qui est l'arme cyber pour chercher à nous affaiblir, à nous décrédibiliser, discréditer, toucher à la cohésion sociale, au pacte social, on sait très bien tout ça. Donc voilà, ça c'est pour ces États. D'autres coopèrent vraiment du bout des doigts, et c'était très difficile, et qui nous sont assez proches. Et bien ça passe par la diplomatie, les efforts. Voilà, il faut rien. Voilà, c'est un travail du quotidien. Maintenant, je tiens quand même à dire que, puisque c'est une tablée d'Européens, on a quand même une arme avec Europol qui est quand même remarquable. C'est vraiment un super outil. Si l'Europe a bien réussi dans un domaine, certainement dans d'autres, mais enfin bon, en tout cas, Europol, ça fonctionne très bien, Eurojust aussi. On peut aller peut-être plus loin, mais là, on a accéléré les choses en termes de coopération. Et c'est quand même important. Et Europol, ce n'est pas que les membres de l'Union européenne. Hein. Il y a des États tiers, hein, la Grande-Bretagne, hein, qui était il y a encore peu de temps, les États-Unis, bien sûr. Et là, ça échange beaucoup, notamment dans notre domaine. Voilà. Il y a certainement d'autres choses à dire. Yeah, maybe very briefly, indeed, what the General says is, and to reassure you in terms of the cooperation with the United States, we do indeed not only work with the member states, we have the Joint Cybercrime Action Task Force, which is basically comprised of like 20 countries that have liaison officers, basically one floor above where my center is located. And indeed, of course, we cannot anticipate on what might happen in the future, but for now we still have 4 American agencies that are part of the JCAT and that are on law enforcement level in the cybercrime domain, cooperating very strongly with us still. And then we have other countries like Australia, Canada, the UK. So we have all the big players, I would say, in terms of the fight against cybercrime are represented there and are still cooperating in a strong fashion. And then, of course, there are some countries with which cooperation is a bit more difficult because of the geopolitical situation, obviously. Ben, on va s'arrêter là. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir voir les différents membres de cette table ronde. Merci à tous pour votre participation. Et puis, voilà, je pense qu'on peut tous les remercier parce qu'il y a vraiment, cette table ronde, voilà, c'était pas du bullshit, c'était vraiment des vraies infos que je pense qu'on a pu vous donner. Ben, merci à vous tous et puis bon après-midi. Depuis 2 ans ici ou là, mais seulement à titre d'essai. Cette fois-ci, l'expérience va être menée grandeur nature dans tout le département d'Ille-et-Vilaine. Le Minitel, celui que vous aurez chez vous, du moins dans un premier temps, se présente sous cette forme cubique, très sobre, de 25 cm sur 35 environ.